Le matin même où mon frère recevait les clés de sa luxueuse nouvelle maison, ma mère me remettait un avis d'expulsion collé sur ma porte. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié, j'ai juste fait mes valises et veillé à ne pas repartir les mains vides. Ce matin-là, Decca s'est réveillée au son des rires et de la musique forte venant du rez-de-chaussée. Au début, elle sourit, pensant qu'il s'était passé quelque chose d'heureux. Elle sortit du lit et jeta un coup d'œil par la fenêtre, où elle vit des ballons, des appareils photos et des voisins rassemblés dehors. Sa mère et son beau-père souriaient fièrement, remettant à son frère aîné Kagiso les clés d'une belle maison neuve. Tout le monde l'acclamait, le serrant dans ses bras comme un héros. Decca se tenait là, silencieuse, le cœur lourd mais le visage serein. Elle avait vécu dans cette maison toute sa vie, aidé à la nettoyer, pris soin de tout le monde et n'était jamais trop exigeante. Pourtant, personne ne l'appela pour se joindre à la fête. Elle sortit de sa chambre, espérant que quelqu'un lui dirait quelque chose de gentil. Mais alors qu'elle tendait la main vers la poignée de la porte, sa main se figea. Un papier était collé sur la porte de sa chambre. C'était un avis d'expulsion, à son nom. Il indiquait qu'elle n'avait que 3 jours pour quitter la maison. Aucune explication, aucune discussion, juste un message cruel et froid de sa propre mère. Decca tenait le papier dans ses mains tremblantes, le lisant et le relisant, espérant que c'était une erreur. Mais ce n'était pas le cas. Sa mère lui a offert une maison et la rue. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié. Elle a fermé doucement sa porte et s'est assise sur son lit, sentant soudain tout autour d'elle ne plus lui appartenir. La maison où elle avait tant de souvenirs n'était plus son foyer. Ce matin-là, alors que son frère était célébré pour son inaction, elle était jetée dehors comme si elle n'était rien. C'était le genre de deuil qui vous brise ou vous change à jamais. Decca était assise au bord de son lit, l'avis d'expulsion à la main. Son cœur était lourd, mais ses yeux restaient secs. Pendant des années, elle avait été la force tranquille de la famille. C'était toujours elle qui aidait au ménage, préparait les repas quand sa mère était fatiguée et s'occupait de tout le monde sans se plaindre. Quand les disputes éclataient entre sa mère et son beau-père, c'était Decca qui calmait les esprits. Quand Kagiso avait des ennuis, c'est Decca qui le couvrait, prenait sa défense et lui confiait même ses petites économies à plusieurs reprises. C'était elle qui se souvenait des anniversaires, apportait du thé aux malades et ne demandait jamais rien en retour. Elle pensait que si elle continuait à donner, il la reverrait un jour. Mais maintenant, elle comprenait qu'il ne la reverrait jamais. En bas, sa mère n'arrêtait pas de rire, vantant Kagiso comme un grand champion. Mais Decca connaissait la vérité. Kagiso n'avait jamais travaillé dur pour quoi que ce soit. Il n'aidait jamais à la maison. Il ne restait jamais à la maison sauf s'il avait besoin d'argent ou de nourriture. Et pourtant, on lui donnait tout. Une maison toute neuve. Louange, amour, attention. Tandis que Decca, qui ne les quittait jamais, était chassée comme une simple visiteuse. Elle regarda autour d'elle dans sa petite chambre. Les murs étaient couverts de vieux livres, de dessins et de souvenirs. C'était la pièce où elle restait éveillée toute la nuit pour étudier. La chambre où elle pleurait en silence quand personne ne se souciait de ses rêves. La chambre où elle priait pour sa famille, même quand elle était ignorée. Mais maintenant, elle ne lui semblait plus être la sienne. C'était comme si un endroit l'avait utilisée et en avait fini avec elle. Decca réalisa soudain qu'elle était devenue invisible dans sa propre maison. Son amour, ses soins, ses sacrifices. Ils n'avaient aucune importance pour ceux à qui elle les avait donnés. Sa mère n'avait même pas eu le courage de lui parler en face. Elle avait juste laissé un morceau de papier froid sur sa porte. C'est ainsi que Decca a reçu ses remerciements après toutes ces années. Sa poitrine lui faisait mal, mais son esprit commençait à changer. Il était peut-être temps d'arrêter d'essayer d'être vue par ceux qui choisissaient de ne pas la voir. Peut-être n'était-elle pas censée rester là où elle était toujours traitée comme une moins que rien. Tandis que son frère célébrait dehors, Decca plia lentement l'avis d'expulsion, le glissa dans son sac et murmura « Ils m'ont peut-être oublié, mais je ne m'oublierai pas », Decca ne cria pas. Elle n'a posé aucune question. Elle n'a supplié personne de la laisser rester. Elle a simplement accepté ce que disait le papier sur sa porte. Avec un calme qui l'a surpris elle-même, elle prit un petit sac et commença à faire ses bagages. Elle plia soigneusement ses vêtements, rangea ses livres et emballa soigneusement les quelques photos qu'elle avait de son défunt père. Personne ne vint la voir. Personne n'a frappé. La fête en bas continuait comme si elle n'existait plus. On aurait dit qu'elle était déjà partie.
Elle se déplaçait lentement dans sa chambre, ne prenant que les choses qui comptaient vraiment. Son pull préféré, son carnet, un petit cadre en bois que son père avait sculpté pour elle. Elle n'avait pas grand-chose, mais chaque objet qu'elle emportait avait une signification. Alors qu'elle fermait son sac, son regard se posa sur le coin du couloir, près de la cuisine, l'ancien débarras. Il avait toujours été rempli de cartons poussiéreux et d'objets oubliés. Quelque chose en elle lui disait d'y jeter un dernier coup d'œil avant de partir. Elle marchait silencieusement, ne voulant pas être vue. Lorsqu'elle ouvrit la vieille porte, une vague de poussière emplit l'air. La lumière était faible et la pièce sentait les vieux souvenirs. Elle déplaça quelques chaises cassées, écarta une pile de journaux, et soudain elle vit une boîte marron, scellée avec du ruban adhésif. Sur le dessus, au marqueur délavé, était écrit « Fédéca, le jour de sa remise de diplôme ». Ses mains tremblaient. Elle n'avait pas vu son père depuis des années. Il était décédé juste avant ses 16 ans. Mais cette boîte, l'attendait. Elle l'ouvrit doucement. À l'intérieur se trouvait un carnet en cuir usé, une petite enveloppe et une clé attachée à un ruban. Le carnet sentait l'eau de Cologne de son père. Elle ouvrit la première page et, de sa main, il était écrit « Ma très chère Deika, si tu lis ceci, c'est que tu es devenue la femme forte que j'ai toujours su que tu serais. » Les larmes finirent par lui monter aux yeux. Son père ne l'avait pas oublié. Il avait laissé quelque chose. Quelque chose rien que pour elle. L'enveloppe contenait de vieux papiers de propriété, portant son nom sur un terrain qu'il avait acheté des années auparavant. La clé donnait accès à la petite maison de ce terrain. Dans ce moment de silence, entouré de poussière et de silence, Deika ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Vu. Aimé. Souvenir. Alors que son entourage ne lui offrait que silence et rejet, son père lui avait laissé un cadeau qui allait changer sa vie. Elle essuya ses larmes, serra la boîte contre elle et sortit de la maison, non pas les mains vides, mais pleines d'espoir. Deika s'assit sur un banc en bois sous un arbre près de la gare routière, serrant la boîte sur ses genoux. Elle ne l'avait pas encore ouvert complètement. À présent, baignée d'une douce brise et le silence régnant dans son cœur, elle souleva doucement le couvercle. Le carnet de cuir souple reposait dessus, vieux mais soigneusement conservé. Elle le toucha, comme si elle touchait la main de son père. À l'intérieur, les pages étaient remplies de ses écrits. Pas seulement des messages, mais des pensées profondes, des conseils et des rêves. Il a écrit sur la vie, sur la force, sur la recherche de la paix même lorsque le monde est injuste. Il avait écrit des histoires de son passé, des leçons apprises à la dure, et de belles paroles rien que pour elle. Deika a lu une phrase à voix haute, « Quand le monde t'oublie, que tes racines se souviennent de toi. » Sous le carnet, elle trouva une pile bien rangée de documents. Elle déplia le premier et son souffle se coupa. C'était un certificat foncier. Son nom, Deika Ebel, était imprimé en lettres majuscules. Son père avait acheté un terrain dans un village tranquille, loin de la ville. Il l'avait mis à son nom des années auparavant. Personne dans la famille n'en avait jamais parlé. Personne n'y avait même fait allusion. Mais c'était là, la preuve qu'elle possédait quelque chose qui lui appartenait vraiment. Ce n'était pas un cadeau fait par pitié. C'était une décision prise avec amour et détermination. Puis elle prit la petite clé en argent, enveloppée d'un ruban. Elle sentait la chaleur dans sa main. Elle savait que ce n'était pas seulement la clé d'un immeuble. C'était la clé d'un nouveau départ, un moyen d'échapper à toute la douleur, le rejet et la tristesse. C'était sa chance de construire quelque chose d'elle-même, quelque chose d'honnête et de paisible. Son père avait tout prévu. Il avait vu son cœur, sa force, sa douleur. Et même s'il n'était plus là, il avait veillé à ce qu'elle ne se retrouve pas sans rien. Deika regarda à nouveau le carnet, souriant à travers ses larmes. Son père avait cru en elle alors que personne d'autre ne le faisait. Il n'avait pas besoin d'en parler haut et fort. Il lui avait simplement laissé un cadeau discret, sa propre terre, son propre espace, et ses mots pour la guider. Elle savait maintenant qu'elle n'était pas perdue. Elle n'était pas abandonnée. Un chemin l'attendait, loin du bruit, où elle pourrait enfin devenir tout ce qu'elle était censée être. Deika arriva au village avec rien d'autre qu'un petit sac, un carnet rempli de la sagesse de son père et un cœur empli d'une détermination tranquille. L'air était différent ici, calme, pur et empli du parfum de la terre et des arbres. Sa grand-mère, Mudua, se tenait à la porte, les bras ouverts, les larmes aux yeux. « Bienvenue à la maison, mon enfant »,
murmura-t-elle en serrant Deika contre elle. Des années s'étaient écoulées, mais l'amour se passait d'explications. La terre laissée par son père était envahie par la végétation et sauvage, envahie par les mauvaises herbes. Le sol était sec et craquelé par endroits. Mais pour Deika, c'était parfait. C'était à elle. Chaque matin, avant le lever du soleil, elle travaillait la terre. Elle arrachait les mauvaises herbes à main nue, plantait soigneusement des graines et étudiait la culture naturelle des herbes aromatiques. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle avait du temps, de la patience et une volonté de faire. Mudua lui montra ses anciennes méthodes agricoles, et les villageois lui donnèrent des conseils avec gentillesse. Deika écoutait, apprenait et ne se plaignait jamais. Elle plantait de la citronnelle, de l'hibiscus, du moringa et de la menthe, des plantes dont son père parlait un jour dans son carnet. Elle construisit des cadres en bois pour ses ruches avec l'aide d'un menuisier local et commença à récolter du miel frais. Chaque soir, elle s'asseyait sur la véranda pour emballer des herbes dans des sacs en papier craft, étiquetant chaque sachet à la main. Elle prenait des photos de ses produits avec son téléphone et commençait à les partager en ligne. Elle a appelé son projet « From Papa as Well ». Les semaines se sont transformées en mois. Petit à petit, les commandes ont commencé à arriver. Un petit café de la ville voisine voulait ses mélanges de thé. Puis, une boutique de bien-être de la ville lui a fait une forte demande pour son miel brut. Elle a travaillé plus dur, mais plus intelligemment. Elle n'a couru après rien. Elle se concentrait simplement sur ses racines, son art et sa paix intérieure. Sa petite maison devint un foyer de succès tranquille. Les abeilles bourdonnaient doucement autour des ruches. Les herbes dansaient au vent. Deika souriait enfin avec aisance. Elle avait transformé un morceau de terre oublié en un lieu de vie et de ressourcement. Le même sol que son père avait autrefois foulé était désormais le berceau de son avenir. Il ne s'agissait pas de devenir riche, mais de construire quelque chose de concret. Quelque chose qui nourrissait son âme. Et dans ce village tranquille, loin du bruit qui la blessait autrefois, Deika avait recommencé. Non pas avec colère, mais avec grâce. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle avait trouvé mieux. Un but. Les mois passèrent, et les efforts discrets de Deika commencèrent à parler plus fort que n'importe quel mot. Ce qui avait commencé comme un petit projet villageois attirait désormais l'attention bien au-delà de sa petite ferme. Un après-midi, alors qu'elle emballait un lot de pétales d'hibiscus séchés, son téléphone vibra, une notification lui parvint. Elle faillit ne pas l'ouvrir, pensant qu'il s'agissait d'une simple demande de renseignement. Mais en lisant, ses mains se mirent à trembler. Une marque internationale de bien-être avait découvert ses produits en ligne. Ils ont été impressionnés par la pureté, l'histoire et les méthodes traditionnelles qui sous-tendent tout cela. Ils ne voulaient pas seulement des échantillons, mais une commande importante et à long terme. Deika resta immobile un moment, retenant ses larmes. Non pas à cause de l'argent, mais parce que quelqu'un, quelque part dans le monde, voyait la valeur de ce qu'elle avait construit de toutes pièces, avec de la terre, du soleil et de l'âme. Elle savait que c'était sa grande chance. Mais elle savait aussi qu'elle ne pourrait pas y arriver seule. Ce soir-là, elle appela sa cousine Nyasha, une femme d'affaires intelligente qui vivait dans la ville voisine. Nyasha revint le lendemain, enthousiaste et fière. « Faisons-le ensemble », dit-elle en serrant fermement la main de Deika. Ils élaborèrent un plan. Ils agrandirent les jardins d'herbes aromatiques, ajoutèrent des ruches et formèrent des femmes du village pour les aider à trier, sécher et emballer. La petite maison de Deika ne pouvait plus répondre à la demande croissante. Ils l'ont donc transformée. Le salon est devenu un espace de travail propre et organisé. Des étagères furent construites, un séchoir installé et la cuisine transformée en laboratoire d'herboristerie. Étiquettes, bocaux et boîtes occupaient désormais tous les recoins de la maison. La ferme devint animée mais paisible. Les rires résonnaient tandis que les ouvriers parcouraient les champs, et un doux parfum de menthe et de miel flottait dans l'air. Les camions commençaient à arriver pour récupérer les cargaisons. La marque Deika, autrefois discrète sur Internet, était désormais mentionnée dans les magazines de santé et les blogs bien-être. Nyasha s'occupait des chiffres et des emails, tandis que Deika se concentrait sur la terre et la qualité. Ensemble, elles ont créé quelque chose de magnifique. Un produit ancré dans la tradition, mais prêt à conquérir le monde. Ce n'était plus seulement une ferme. C'était un foyer d'espoir. Un lieu où les villageois œuvraient pour expédier des produits de guérison par-delà les océans. On venait maintenant lui rendre visite, apprendre, lui poser des questions. Comment faisait-elle ?
Et Deika, fière de son père, se tenait là, fière de lui, et souriait simplement. Elle ne courait pas après le succès, elle le cultivait. Deika avait travaillé jour et nuit pour concrétiser son rêve. Les herbes qu'elle avait plantées, le miel qu'elle avait récolté, les ouvriers qu'elle avait formés, tout cela avait mené à cet instant précis. Sa marque, Deika Root, était enfin prête à conquérir le monde. Le lancement allait être grandiose, bien plus grand que prévu. Elle a conçu les invitations elle-même, en prenant soin d'en envoyer une à sa mère et à son frère. Elle n'a pas écrit de longs messages, juste une simple invitation. La date, l'heure, le lieu. La terre de son père, devenue un empire végétal transformé. Elle espérait, au fond d'elle-même, qu'il viendrait. Non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle gardait encore un peu d'amour pour sa famille. Mais lorsque sa mère reçut l'enveloppe, elle leva les yeux au ciel. Une fête de village, dit-elle en la jetant de côté. Kagiso rit aussi. Qui a envie de se tenir au soleil et d'applaudir les feuilles et l'herbe séchée? Ils ignoraient que la petite ferme de Deika avait attiré l'attention de gens bien au-delà de leur monde. Le jour du lancement arriva. Le terrain était décoré de tissus colorés, de fleurs fraîches et de panneaux en bois arborant fièrement le nom de Deika Root. Les invités sont arrivés en voiture, pas seulement des voisins, mais aussi des experts de la santé, des commerçants, des journalistes et même des représentants du gouvernement. Les flashs des appareils photo ont brillé tandis que Deika sortait dans une tenue simple et élégante confectionnée par un tailleur local. Elle se tenait là, confiante, souriant gentiment à tout le monde. Puis, un événement inattendu se produisit. Un SUV noir s'arrêta et dépassa le gouverneur de l'État, une personnalité respectée et connue pour son soutien aux industries locales. Il avait entendu parler de l'histoire de Deika et était venu lui témoigner son soutien. Alors qu'il se tenait à ses côtés et lui serrait la main, les caméras ont zoomé. Les journalistes ont posé des questions, les gens ont applaudi, et le nom de Deika a commencé à faire le buzz en ligne. De retour en ville, sa mère et son frère étaient assis devant la télévision, bouche bée. Le présentateur du journal télévisé annonça « Voici Deika Moyo, la femme derrière Deika Root, la marque de plantes médicinales en plein essor, née sur un terrain oublié. » Elle était là, la fille qu'ils avaient autrefois ignorée, désormais fière de lui, non seulement à leurs yeux, mais aussi à ceux de la nation. Ils n'ont pas répondu à l'invitation. Ils pensaient que c'était peu. Mais ce qu'ils ont manqué, c'est un moment qu'ils ne pourraient jamais retrouver, le début de quelque chose de puissant et une chance de se tenir aux côtés de la femme qui s'était levée avec une force tranquille. Alors que le nom de Deika rayonnait dans tout le pays, la situation s'effondrait chez lui. La grande et belle maison de Kagiso, celle qu'on lui avait offerte avec des festivités bruyantes, était devenue un problème que personne n'avait vu venir. Il s'avéra que la maison n'était pas entièrement payée. L'argent utilisé pour l'obtenir provenait de prêts contractés en secret par leur beau-père, mentant sur ses revenus et utilisant de fausses promesses comme garantie. Lorsque les banques ont frappé à la porte, il n'y avait aucun moyen de se cacher. Kagiso n'avait jamais eu de vrai travail. Il avait toujours compté sur les autres, d'abord sa mère, puis son beau-père. Alors, quand les lettres lui demandaient de payer, il ne savait pas quoi faire. Au début, il en riait. Mais le jour où des hommes en costume arrivèrent avec des papiers et scellèrent le portail, son rire se transforma en panique. La maison, fierté de la famille, avait disparu. Comme ça. Les serrures ont été changées. La voiture a été volée aussi. Tout a été détruit. Leur beau-père a disparu peu après. Pas d'adieu. Aucune explication. Il est parti. Peut-être qu'il a fui parce qu'il avait peur. Ou peut-être en avait-il assez de mentir. Quelle qu'en soit la raison, il avait laissé derrière lui un désordre trop lourd à porter pour Kagiso et leur mère. Celle qui marchait autrefois fièrement et méprisée de Ka était désormais brisée. Elle avait perdu son emploi quelques semaines plus tôt à cause de licenciements, mais n'en avait jamais parlé à personne. Désormais sans argent, sans logement et sans mari, elle était assise sur une chaise en plastique devant une pièce empruntée, fixant ses mains en silence. Kagiso, autrefois pleine de fierté, commença à chercher des petits boulots. Personne ne le prenait au sérieux. Il n'avait ni expérience ni compétence, juste un nom qui évoquait désormais l'échec. C'est alors qu'ils se souvinrent tous deux de la personne qu'ils avaient repoussée, celle qu'ils considéraient comme un moins que rien. Deux cas. Ils ont entendu des histoires, non seulement à la télévision, mais aussi de voisins, sur Internet, et même à l'église.
Des histoires sur la façon dont Decca avait transformé un terrain oublié en entreprise. Comment elle voyageait désormais avec des chefs d'entreprise et rencontrait des personnalités importantes. Leur cœur brûlait, non plus de jalousie, mais de honte. Et dans leur silence, assis sur du ciment fissuré et mangeant des plats empruntés, ils murmuraient le même nom qu'ils avaient autrefois ignoré. Decca. La fille qu'ils traitaient autrefois comme une étrangère. La fille qu'ils ont expulsée sans explication. Maintenant, ils avaient besoin d'elle. Mais pourrait-elle un jour se retourner? Decca retourna dans la maison qu'elle appelait autrefois son foyer, non pas avec fierté ni avec colère, mais avec une force sereine. Elle n'était pas venue pour se mettre en avant ou leur rappeler comment il l'avait traitée. Elle ne désirait qu'une chose, le violon de son défunt père. Ce petit instrument en bois, désormais vieux et poussiéreux, était le seul qui la rattachait encore à l'amour qu'elle ressentait autrefois dans cette maison. Il contenait ses chansons, ses rires et ses rêves pour elle. Lorsqu'elle franchit le portail brisé, tout semblait différent. Les fleurs qu'elle arrosait avaient disparu. Les murs étaient fissurés. La maison n'était plus remplie de rires. Seul le silence et la tristesse y régnaient désormais. Sa mère était assise sur un petit tabouret, l'air plus maigre, plus âgé et fatigué. Quand elle vit Decca, ses yeux se remplirent de larmes. Elle se leva lentement et marcha vers elle comme une femme se réveillant d'un long cauchemar. « S'il te plaît, dit-elle doucement, reste, ne repars plus. » Mais Decca resta silencieuse. Son cœur était lourd, mais pas froid. Alors qu'elle entrait, Kagiso sortit de sa chambre, évitant son regard. Sa fierté avait disparu. Il ne parlait plus comme un frère habitué à être gâté. Il parlait comme un homme qui a tout perdu. « Tu as peut-être un travail pour moi ?» demanda-t-il à voix basse. Decca ne répondit ni oui ni non. Elle acquiesça simplement, passa devant lui et se dirigea droit vers l'ancienne chambre de son père. Là, sous le lit, elle le trouva, l'étui à violon. Elle essuya la poussière, l'ouvrit lentement et sourit, les yeux pleins de larmes. Les cordes étaient un peu rouillées, mais il était toujours aussi beau. Elle le serra fort contre elle, comme si une partie de son cœur était revenue à la maison. Avant de partir, elle se tourna vers sa mère et lui tendit une enveloppe scellée. La femme l'ouvrit rapidement, pensant que c'était de l'argent, mais à l'intérieur se trouvait une lettre. C'était l'écriture de son père, un mot qu'il avait écrit il y a longtemps, disant à Decca combien il était fier d'elle, qu'il savait qu'elle s'élèverait, même quand les autres doutaient d'elle, qu'elle était le cœur de la famille. Decca ne dit rien de plus. Elle sortit, le violon dans les bras, ne laissant derrière elle ni colère, ni vengeance, seulement la vérité. Son silence était plus éloquent que tous les mots. Ils avaient perdu quelque chose qu'ils ne retrouveraient jamais, ni l'argent, ni le succès, mais la confiance d'une fille qui leur avait autrefois tout donné. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une lettre, soigneusement pliée, portant l'écriture de son père, que Decca n'avait pas vue depuis des années. En lisant ces mots, elle eut l'impression qu'il lui parlait une dernière fois, d'une voix douce mais ferme. Il lui rappela que la vraie valeur ne se trouve pas dans les grandes maisons ou les titres prestigieux, mais dans l'honnêteté, le travail acharné et la force de cœur. Il lui conseilla de toujours rester fidèle à sa vérité et de ne jamais laisser les actions de quiconque lui faire oublier qui elle est vraiment. Avec cette lettre en main, Decca ressentit un calme inconnu jusqu'alors. Elle ne partait pas seulement avec le violon de son père ou la petite fortune qu'elle avait bâtie, elle repartait l'âme en paix. Elle comprenait désormais que son pouvoir ne résidait pas dans la vengeance ou dans le fait de faire regretter les erreurs des autres, mais dans le choix de soi, de ses rêves et de son avenir. Sa marque, Decca Route, n'était plus seulement une petite entreprise villageoise, elle était devenue un objet de respect et d'admiration pour le monde entier. Mais ce qui comptait le plus, c'était son parcours, sa propre histoire de force et de foi. Elle avait pris possession d'une terre en laquelle personne ne croyait et l'avait transformée en or, mais surtout, elle avait pris le contrôle de sa vie et de son bonheur. Tout en serrant le violon contre elle, Decca sourit discrètement. C'était sa victoire, non pas celle qui s'accompagne de célébrations bruyantes ou de défaites d'ennemis, mais celle qui emplit le cœur de fierté et d'espoir. Elle s'éloigna du passé sans colère ni amertume, emportant avec elle l'essentiel, l'amour de son père, son courage et un avenir qu'elle était prête à construire. À ce moment-là, Decca n'était pas seulement une fille oubliée ou une femme ayant quitté un foyer brisé, c'était une femme qui s'était trouvée, et cela valait plus que tout au monde. Si vous croyez qu'il est possible de surmonter la douleur et de se choisir soi-même, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer,
de commenter votre propre parcours et de vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants qui nous rappellent que notre véritable pouvoir vient de l'intérieur. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Doka? Dites-le moi ci-dessous.